Bonjour, nous sommes à Paris, 18e arrondissement, au restaurant Le Montagnard, chez Claude, pour la présentation du roman d'Imanié Dalila Daniel, Zahir et Théophile, pas de pitié pour les nègres. Un roman historique qui s'intitule Zahir et Théophile, pas de pitié pour les nègres. Merci beaucoup pour cette publication. Merci de nous avoir fait partager ta vision de l'histoire. Est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver, les téléspectateurs veulent savoir absolument où on peut trouver cet ouvrage, dans quelle librairie? Bon, tu as dit tout à l'heure qu'on pouvait les commander sur Internet. Tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Avec plaisir. L'objectif de tout livre, c'est de trouver les lecteurs. Alors, vous pouvez trouver ce livre dans toutes les librairies panafricaines à Paris, à savoir la librairie Présence africaine, la librairie L'Harmattan, Tamerie, qui sont toutes accessibles assez facilement, je pense, les adresses sur Internet. Et également sur le site letchi.com, puisqu'il y a une page qui s'appelle « Réservez votre Zahir et Théophile » où vous pouvez le commander et le recevoir directement dans votre boîte aux lettres si vous n'avez pas accès aux librairies parisiennes. Alors une question qu'on me pose assez souvent sur les réseaux, depuis qu'on a fait le direct Facebook tout à l'heure sur la chaîne OM5 TV. Ah oui, comment faire? Oui, c'était en direct. Ah, je te l'apprends. Comment faire pour faire partie du club Zahir et Théophile? Alors, pour faire partie du club Zahir et Théophile, il faut d'abord expliquer aux gens pourquoi ce club est fermé. Il est fermé parce que nous ne voulons pas privilégier la quantité de membres, mais au contraire la qualité des échanges que nous avons entre nous, permettre aux gens de se connaître et d'avoir une proximité plus grande. Et donc ce club est réservé exclusivement aux lecteurs du livre parce que nous partageons des informations, des documents rares que j'ai trouvés quand j'ai fait mes recherches. Nous trouvons également des cadeaux musicaux que je fais à mes lecteurs, puisque je suis aussi auteur et compositeur de musique, et donc j'ai composé et écrit pour beaucoup d'artistes, et j'offre des chansons en récompense à mes lecteurs régulièrement. Donc pour faire partie du club, si vous ne pouvez pas avoir accès à moi, vous m'envoyez sur Facebook votre photo avec le livre et votre adresse email afin que je puisse vous inscrire directement dans le club, et vous allez recevoir une invitation à rejoindre le club, et à ce moment-là vous pourrez être des nôtres et rejoindre notamment le Club France animé par Obad de Lumo et Hermine Réol, et peut-être organiser des manifestations en mon absence ou par internet via les moyens de communication modernes, parce que je crois que ce que je découvre à travers ces rencontres que je fais depuis quelque temps en Martinique ou ici, je découvre une immense soif de savoir. Il y a une espèce de vague de désir, de connaissance qui s'est levée, que je ne m'explique pas, mais que je suis contente de voir se manifester. Les gens ont besoin de comprendre, ils ont besoin de savoir, et je réalise avec plaisir que ce sont des gens de tous âges, que ce soit des jeunes étudiants ou lycéens, ou que ce soit des grandes personnes, des personnes âgées qui parfois ne se déplacent pas, mais qui, en entendant parler de cette histoire, ont vraiment envie d'en savoir plus. Et ça, c'est réjouissant, vraiment. Alors, quelle est la suite de cette promotion, la tournée ici, dans l'Hexagone? Comment ça va se passer? Quelle est la date de la prochaine conférence? Oui, je signe samedi 30 dans l'après-midi à la librairie Littérature qui se trouve à Boulogne. Alors, L-I-S-T, comme les thés qu'on boit, et rature au pluriel. Donc ça aussi se trouve sur Internet à partir de 15h, samedi prochain, le 30. Et devant l'accueil qui est réservé à ce livre et devant le plaisir que j'ai à faire ces rencontres, je crois que je vais programmer un retour vers le mois de novembre. Mais c'est pas sûr, mais j'ai vraiment envie. Est-ce qu'il a été prévu une promotion également sur le continent africain? C'est plus difficile parce que j'ai du mal à m'y rendre par mes propres moyens. Mais c'est évidemment mon rêve que ce livre, qui est déjà en africain, d'ailleurs aujourd'hui il y avait beaucoup d'Africains dans l'assistance,
c'est qu'il soit effectivement connu en Afrique parce que c'est notre histoire commune. Parce que Zahir et Théophile sont quand même deux Africains qui ont été déportés en Martinique. Donc oui, j'espère que très bientôt on aura la possibilité d'en parler sur le continent. Ça sera un honneur. Et tu as déjà eu des retours de la diaspora africaine, de la communauté africaine même, par rapport à cet ouvrage? Oui, beaucoup. Il y en avait beaucoup ici aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'Africains originaires du continent qui se sont sentis très concernés. Hier, j'ai eu une rencontre avec une assemblée où il y avait également beaucoup d'Africains qui nous disent « Mais vous voyez, on ne vous connaît pas. On ne sait pas qui vous êtes. On vous voit, pour nous, vous êtes des Blancs. » Et quand on lit cette histoire, on comprend tout à coup le lien qu'il y a entre l'Afrique et vous. Et ça nous donne envie d'en savoir plus. Donc je pense qu'effectivement, il est temps de jeter un pont. Il est temps que ce pont se consolide entre l'Afrique et sa diaspora. C'est le devoir de l'Afrique de récupérer ses enfants. Et c'est le devoir des enfants aussi de revenir vers l'Afrique en lui apportant tout ce qu'ils ont acquis et accumulé en diaspora. Il faut rétablir ce pont. Il faut qu'on trouve des moyens, des situations, des moments, des circonstances, des événements, des structures pour pouvoir rétablir cette connexion qui n'a été que trop longtemps interrompue. En tout cas, je tenais à te féliciter pour cet ouvrage, pour ton implication, pour ta générosité aussi. C'est ce que j'ai ressenti du début jusqu'à la fin de cette conférence, de cette présentation. C'était vraiment très très intéressant. Donc je vous incite tous à vous rapprocher de la page Facebook de Imanié Dalila Daniel. Voilà. Pour découvrir ou redécouvrir, analyser et connaître, comprendre notre histoire, notre culture. Là, je vais appeler Laurette. Je ne sais pas où elle est passée, Laurette, mais on va la retrouver tout à l'heure parce qu'elle a contribué aussi à cet ouvrage. C'est ce que tu disais tout à l'heure, elle a corrigé. Comment vous vous êtes rencontrés d'ailleurs? Eh bien, Laurette Mascami et moi, on s'est rencontrés sur une engueulade sur Facebook, je crois, si mes souvenirs sont exacts. On s'est engueulé, on a commencé par s'engueuler, peut-être, je sais pas. Mais on s'est tout de suite très bien entendu parce qu'on se ressemble tellement et c'est un piment. C'est un piment, cette fille. Le piment vient de passer sur alors, le micro. voilà, tu vois le genre. Oui, donc, elle, c'est un piment dur et moi, je suis un piment doux. Alors, voilà, je mets un peu de douceur dans sa vie. Laurette, dis-moi la vérité. Raconte-moi votre rencontre selon toi. Tu connais Facebook. Par hasard, j'ai vu une dame qui gueulait sans cesse, toujours en train de revendiquer un truc. Et ce jour-là, c'était sur l'aéroport Aimé Césaire. Enfin, il y avait un truc qui n'allait pas. Et j'ai bien aimé sa façon de revendiquer et je lui ai demandé en amitié. Et tu t'es un petit peu reconnue. Oui, c'est la gueularde de service. Et je venais d'écrire mon premier recueil quand je serai béquée. Et évidemment, il m'a nié. Oui, mais attention, les béquets, les yeux. Et on a commencé à discuter, c'était assez dur. Et elle m'a dit, écoute, si vraiment je te choque parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on peut ne pas être amis. Et moi, j'ai dit, bah non, au contraire. Au contraire, justement, parce qu'avec nos différences, on sera amis. Et depuis, amis. Les meilleurs amis du monde. Alors, tout à l'heure, Imanié nous disait que tu avais relu 6 fois le manuscrit. Comment ça se fait? Tu as eu du mal à comprendre? Je suis bête de nature, déjà. Elle écrit très mal, on ne comprenait pas. Non, mais c'est parce que je suis une acharnée, en fait. Et puis, je suis très intègre. Quand je m'engage, je m'engage. Et quand elle m'a envoyé son manuscrit, je lui ai dit, attention, pépite. C'est vrai. Et alors, quel est ton ressenti aujourd'hui? Tu as vraiment la sensation que c'est une pépite ou carrément la caserne, comment on peut dire ça, la poule aux œufs d'or des pépites? Ouais, je crois vraiment qu'elle en a fait. Elle en a fait. Elle a bien voulu en faire un ouvrage d'exception. Et c'est un très beau livre. D'ailleurs, je le recommande sans cesse. Mais je suis très fière d'elle, en fait. Je suis très contente. Imanié vend beaucoup plus de livres que moi. Hein. Mais je suis tellement contente. Super, en tout cas, merci beaucoup. C'est pas vrai du tout. Elle a écrit 9 romans, donc avec mon premier petit roman, là, je ne tiens pas la route. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on rencontre très rarement, aussi dans ce métier, des gens généreux. Tu parlais de générosité tout à l'heure. Et moi, ce que j'ai reçu avec Laurette, c'était en permanence cette générosité sans limite, cette patience, cette attention. Quand on crée quelque chose et même si on est sûr de soi, on a toujours besoin d'un regard, d'une petite tape dans le dos, d'un petit encouragement. Et elle, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me donne autant.
en fait. Et c'est pour ça que j'aurai toujours beaucoup de reconnaissance et d'affection et d'amour pour elle, parce qu'elle m'a donné tellement. Et ce livre, parce que Laurette Mascami est passée derrière moi, quoi. Ouais, bon. J'ai une autre question. Comment a été perçu cet ouvrage par la communauté Béké? Je peux partir, madame? Oui, moi aussi, madame. Ok, mauvaise question, on repassera. Non, mais j'ai envie de savoir, il n'y a pas eu de réaction? Mais je ne sais pas, je n'ai aucune Vous n'avez pas cherché à savoir? Je n'ai pas fait ce livre pour la communauté Béké. Mais ils ont un regard aussi. Mais je ne sais pas, il faudrait leur poser la question à eux. J'aimerais bien, moi, ce serait très intéressant. Oui, ce serait bien aussi, j'aimerais bien. Non, mais ce sont aussi des gens intelligents, il faut bien le dire. Donc, je pense qu'ils auront bien compris que la vérité ne supporte pas de tellement de contradictions. Et voilà, la vérité, l'histoire, elle est là, c'est de l'histoire. Je n'ai pas porté de jugement dans mon livre sur personne. Je dis simplement, il s'est passé ça tel jour, ça tel jour, c'est tout. Ce sont les faits. C'est de l'histoire. Est-ce que tu envisages un tome 2? Non, je n'envisage pas un tome 2 parce que je trouve que ce livre est à lui seul Assez complet. en quelque part. Et non, ça s'arrêtera là. Par contre, j'ai un autre livre en préparation et j'espère le proposer l'année prochaine si tout va bien. Et moi, je trouve cette histoire tellement touchante que je me dis, ok, je vais raconter cette histoire aux Martiniquais. Il faut que les Martiniquais connaissent cette histoire. Et je commence à me laisser posséder un petit peu par ces ancêtres-là. Alors, comme je suis un petit peu plasticienne sur les bords, j'ai fait leur silhouette comme ça et j'ai fait un collage papier que voilà, que j'ai mis sur un grand mur avec leurs actes de décès. J'ai bien regardé ça et puis j'ai dit, bon, maintenant, on y va. Et j'ai commencé à trouver et à chercher des renseignements et j'ai commencé à chercher le moyen de raconter cette histoire et le moyen de rendre la situation. Et donc, j'écris ce livre qui devait s'appeler Zahir et Théophile, les amants de la rivière Salée, mais vous comprendrez pourquoi après ça s'est transformé en Zahir et Théophile, pas de pitié pour les nègres. Et j'ai une amie à qui je tenais à rendre hommage aujourd'hui, mais qui malheureusement n'est pas là, ce qui me déçoit un petit peu, je dois bien le dire, qui est écrivaine, qui a déjà écrit de très nombreux romans et qui s'appelle Laurette Mascami. Laurette Mascami, quand j'arrive à la fin de mon écriture, je cherche, alors il y a des gens qui me corrigent et tout, mais je cherche quelqu'un qui sait écrire le roman et je m'adresse à elle pour me relire. Et elle me fait une lecture tellement pointue, tellement sans complaisance, tellement bienveillante, avec tellement d'attention que, en fait, grâce à elle, je crois que le livre est meilleur. Le livre est bien meilleur parce qu'elle a su attirer mon attention sur des détails, des choses que je croyais inutiles mais qu'elle a estimées importantes, qui m'ont fait revenir sur mon écriture, j'ai même rajouté 1 ou 2 chapitres sur ses conseils. Et donc, je voulais lui rendre cet hommage aujourd'hui. Et c'est elle qui, dans un post sur Facebook, donc dès avant la sortie du livre, dès le mois de juillet 2016, dit « Je suis en train de corriger ce livre et ce livre, c'est une bombe ». Elle écrit, elle le prophétise en fait. Elle dit « Je ne vous dirai pas de qui il est, évidemment, parce que je n'étais pas prête encore à dévoiler mon projet. » Mais elle dit « Ce livre, c'est une bombe ». Et je ne saurais trop vous recommander de vous intéresser à l'œuvre de Laurette. Elle a écrit 9 livres à l'heure qu'il est. Elle a une très belle écriture. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et en particulier, son dernier roman s'appelle Glokoukoun. C'est insolent et pointu et même irrévérencieux. C'est une série de contes érotico-magicaux. Et venez, il y a de la place. Alors, c'est une série de contes. Donc, je ne saurais trop vous recommander de lire les œuvres de Laurette, à qui je vais donner un super traitement parce qu'elle aurait dû être là et qu'elle n'y est pas. Bon, donc, grâce à Laurette, j'écris ce livre
que vous aurez entre les mains aujourd'hui ou que vous avez déjà peut-être lu. Et comme je n'ai pas les moyens d'imprimer mon livre, je fais un appel à souscription. Et effectivement, je demande à des personnes de l'acheter avant qu'il ne sorte pour que je me permette de l'éditer. Et effectivement, il y a une centaine de personnes qui me font confiance et qui me... tu as porté le livre ? Qui me font confiance et qui me permettent d'éditer le livre, qui devait sortir en librairie le 24 octobre 2016. Et le 22 octobre, j'ai fait une réception dans le hall de l'Atrium où j'ai tenu à remettre à mes souscripteurs en premier ce livre qu'ils m'avaient aidé à faire. Donc, au cours de cette rencontre où ils sont tous venus, enfin, ceux qui étaient en Martinique en tout cas, sont venus. Nous avons passé un moment assez fantastique ensemble. Et je leur ai offert un pain au beurre que j'avais fait faire spécialement en forme de chêne. Donc, le principe, ainsi qu'un thé qu'on avait inventé, qu'une de mes amies avait inventé, qu'on a appelé le thé Bazawa. Et quand vous lirez le livre, vous comprendrez pourquoi. Ceux qui l'ont lu comprennent déjà pourquoi. C'est un thé à base de cannelle et enfin, un thé merveilleux. Et donc, le but était de récupérer son livre, sa dédicace, et d'aller casser un bout de cette chaîne qui représentait en même temps, oui, la chaîne du passé, on va finir avec ça. Et puis, ça représentait aussi la chaîne de solidarité qui s'était forgée pour pouvoir nous permettre d'arriver dans le hall ce jour-là. Donc, ce fut un moment vraiment extraordinaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À ce moment-là, moi, je tenais absolument à ce que mon livre, donne-moi Régine, soit édité en Martinique. Bon, je suis un peu nationaliste sur les bords, qu'est-ce que vous voulez, on ne se change pas. Et je vais voir des amis à moi qui ont une structure qui fait comme ça des petits livres, des brochures. Et je dis à mon ami Gilles Robin, je lui dis, je veux que tu me fasses mon livre. Et il me dit, mais non, écoute, je ne suis pas équipée pour ça, tu es bien gentil, je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas te faire ton livre. Alors je lui dis, oui, tu vas me faire mon livre parce que je veux qu'il soit fait ici. Et il me dit, bon, ok, je le fatigue tellement qu'il me dit, bon, ok, je vais te le faire ton livre. Et il me sort un livre que voilà, qui pèse 751 grammes parce que monsieur, presque 1 kilo, monsieur, pour me faire plaisir, m'a offert son plus beau papier. Il avait une rame de papier qu'il avait réservée pour faire un livre, un grand livre de qualité. Et il me dit, bon, il dit, je vais offrir ça à Dali, puisqu'il m'appelle comme ça. Et il m'offre ce papier de luxe. Et finalement, quand le livre sort, quand je vais le chercher à l'imprimerie, je suis bouleversée parce que j'avais écrit un gros livre, quoi. Et alors, bon, c'est donc ce livre que je remets à mes souscripteurs. Mais patatras, malheureusement, ce livre a un défaut. Et il m'avait averti, mais je n'avais pas voulu l'écouter. Le livre, les feuilles se détachent. Son système de collage n'était pas assez fort pour un livre de ce poids et de cette épaisseur. Ce qui fait que mes souscripteurs, en ouvrant le livre, ont eu la désagréable surprise de voir que les pages se détachaient. Pour moi, ce fut un drame. Parce que c'était, les gens ont acheté un livre quand même, et puis le livre se défait dans leurs mains, donc je serais obligée de le refaire et de le rendre. Et figurez-vous qu'il s'est passé un truc absolument magique. Dans le club des souscripteurs, il y a eu une espèce de... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Jusqu'à maintenant, je m'interroge et je m'émerveille sur le fait que tout à coup, tous ces gens qui avaient fait ce livre et qui avaient commencé à le lire feuille par feuille, l'ont tellement aimé qu'ils ont commencé à élaborer des stratégies pour ne pas perdre les feuilles, pour conserver le livre en l'état. Ils ont fait des concours à celui qui perdrait le moins de feuilles. Ils ont trouvé des explications au fait que le livre s'effeuillait. Ils ont même trouvé ça très bien parce que pour eux, c'était une manière de se débarrasser page après page de scories, de fantasmes sur le passé, que chaque page qui s'arrachait, c'était comme quelque chose dont ils se débarrassaient. Bref, il y a eu toute une... Vous êtes dans le club, si vous remontez à l'époque il y a 1 an, vous allez voir ceux qui postent la photo de leur livre, ceux qui en mettent un élastique, ceux qui le tiennent avec des pinces. Bref,
Et je dis aux gens, bon, je vais le refaire en France cette fois, et je vous le rendrai, votre livre. Donc, c'est à ce moment-là que je fais faire ce modèle qui, lui, vraiment, bon, il est solide. Le papier, c'est du papier simple, et donc, il n'a aucune difficulté, et donc aucun problème de fabrication. Et je propose à mes souscripteurs de faire l'échange. Aucun d'eux n'a voulu échanger. Aucun d'eux. Et ils aimaient tellement leur livre qu'ils l'ont baptisé. C'est le 751, c'est l'original, c'est le collector. Enfin, c'est celui dont personne ne veut se séparer. Et sur les 300 livres que j'avais fait à l'époque, un petit peu l'histoire s'est répandue, j'ai eu 6 retours. Il y a 6 personnes qui ne me connaissent pas, qui l'ont acheté en librairie et qui sont revenus à la librairie dire oui, mais les feuilles se décollent. Donc j'ai remplacé ces 6 livres-là, mais tous les autres, j'ai fait passer un appel à la radio, j'ai fait un communiqué dans la presse, j'ai mis sur ma page Facebook, si vous avez acheté le livre et que vous n'êtes pas satisfait parce que les feuilles se décollent, ramenez-le moi, je vous l'échange. Je n'en ai échangé que 6. Donc c'est vraiment une aventure. Et donc, vous voyez les 2 livres, l'un à côté de l'autre. Vous voyez bien que c'est 2 modèles différents. Et je peux vous dire que ceux qui sont en possession de celui-là sont fiers. Et qu'ils ne l'échangeraient aujourd'hui pour rien au monde. Parce que c'est la preuve qu'ils ont participé à une aventure qui a commencé et qui nous amène jusqu'à ici aujourd'hui. Alors, je vous demande de les applaudir parce que vraiment, certains sont ici parmi nous. Et donc, ils ont vraiment fait très fort. Et alors, le livre sort, comme ça, le gros pavé, là, le collector, et tout de suite, il fait l'unanimité. C'est-à-dire que tous les journalistes le lisent, parce qu'effectivement, c'est un événement comme... Pour eux, moi, je n'avais pas remarqué, mais pour eux, un livre, un roman qui se passe pendant l'esclavage, bon, ils vont lire, et tous seront absolument d'accord pour dire, il vous faut lire ce livre. Il vous faut lire ce livre. Et ils le disent tous dans les émissions que vous verrez. Je vais les republier ces jours-ci pour les nouveaux membres du club. Des émissions de télévision que j'ai faites avec les principaux journalistes de la place. Et tous, à un moment, ils se tournent vers leur caméra, ils montrent le livre et ils disent, il vous faut lire ce livre-là. C'est un livre, ils utilisent des qualificatifs, ils disent que c'est un livre merveilleux. Bonjour, tu vas bien ? Et que c'est un livre merveilleux, que c'est un livre qu'il faut lire, que... tiens, viens te mettre là. Il y a de la place là. Fais-lui une petite place, s'il te plaît. Que c'est un livre merveilleux, qu'il faut le lire, etc. Et puis, j'ai une chance absolument extraordinaire. C'est que je fais parvenir le 751 à Armand Nicolas. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Armand Nicolas, c'est le père de l'histoire aux Antilles et le père de l'histoire en Martinique. Parce que c'est lui qui, le premier s'est intéressé à l'histoire et à raconter l'histoire de la Martinique. Donc, il est l'auteur tout dernièrement d'une histoire sur les Arawaks, parce que comme il a fait des Arawaks jusqu'à nos jours, là, son dernier livre qui est sorti il y a 1 an parle vraiment de l'art des Arawaks, mais il est surtout l'auteur de 3 livres épais comme ça, où il est question... Tu voulais dire quelque chose ? Les Arawaks sont les premiers habitants de la Martinique. Je vais vous en reparler tout à l'heure. C'est les autochtones, les habitants autochtones de la Martinique, les Indiens et les Amérindiens. Et il est l'auteur donc de ces 3 livres qui se lisent comme un roman. C'est vraiment passionnant de lire l'histoire de la Martinique par Armand Nicolas. Et si ça vous intéresse, ce sont évidemment des livres que je vous recommande. Et j'envoie mon livre à Armand Nicolas. Pourquoi ? Parce que Armand Nicolas, j'ai 20 ans, je passe un jour devant une table et je vois un livre. C'est écrit 22 mai 1848, la révolution anti-esclavagiste en Martinique. Des révolutions anti-esclavagiste en Martinique. Comment ? Il y avait des esclaves en Martinique. Pour moi, c'était les États-Unis. Pour moi, c'était l'Amérique. C'était les champs de coton, le blues, tout ça. Mais attends, en Martinique. Donc, je prends ce petit livret
Et je le lis. Et je découvre qu'il y a eu, pendant 300 ans, un esclavage sauvage qui s'est déroulé en Martinique, là, dans le pays, là, dans ces communes, sur ces plages, dans ces mornes. Voilà, qu'il y avait des esclaves. Comment se fait-il que nous soyons porteurs d'une telle histoire et qu'on ne la connaisse pas? Je trouve ça illogique. Je trouve ça anormal. Et là, ça me surprend parce que on m'aurait appris cette histoire comme on apprend l'histoire à tous les enfants dans tous les pays. J'aurais été habituée à l'idée que ça... Mais le fait qu'on ne me l'ait pas apprise, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça cache? Ça cache quelque chose. Si on ne m'apprend pas cette histoire, c'est qu'il y a une raison. Et donc, à partir de ce moment-là, je m'ouvre à une autre forme de connaissance sur la Martinique, sur le pays et sur les gens. Et à Armand Nicolas, je lui dois cette découverte. Je lui dois ce miracle. Et donc, en reconnaissance, en signe de reconnaissance, je lui envoie mon livre que je prétends pompeusement être un roman historique, parce que j'ai travaillé sur l'époque. Et il reçoit son 751, il l'ouvre, et de manière tout à fait extraordinaire, toutes les pages tombent et se répandent autour de lui. Toutes les pages, c'est-à-dire qu'il y a des livres, par exemple, ça c'est le livre de ma petite sœur, il a encore un petit peu de gueule. Voilà, donc il a encore un peu de tenue. Mais le sien, il l'a ouvert et les pages sont tombées. Il n'était vraiment pas collé. Donc ce vieil homme qui a 94 ans s'est baissé, a rassemblé toutes les pages, les a reclassées dans l'ordre et il a passé la nuit. Il a lu le livre en une nuit. Et le lendemain, il a demandé à me rencontrer. Donc, je suis allée très émue le voir, me dire qu'est-ce qu'il va me dire, est-ce qu'il a aimé, est-ce qu'il a... Bon, et finalement, ça c'est la première fois que je l'ai rencontré, donc à gauche, la photo de gauche, je m'étais mise sur mon 31, vous pensez bien, pour rencontrer mon maître. Et voilà, et donc, quand on s'est rencontrés et on ne s'est plus jamais lâché. Pourquoi? Parce que Armand Nicolas dit que ce livre, en fait, lui a appris des choses. Alors, je suis surprise. Il me dit oui, parce que pour moi, jusqu'à présent, l'histoire, c'était des dates et des événements. Et voilà tout à coup un livre où je voyais mon travail, mais à travers la vie des gens. Et je me suis dit, oui, effectivement, c'est comme ça qu'ils devaient vivre, nos ancêtres. Et en fait, me dit-il, ton livre m'a appris l'histoire humaine. Ce qui est terriblement émouvant. Et il me dit, écoute, ce livre est tellement important qu'à partir de maintenant, où que tu ailles, je viens avec toi pour en parler. Parce qu'il faut que tous les Martiniquais lisent ce livre pour comprendre dans quoi on est tombé. Et depuis, Armand Nicolas est devenu le doyen de notre club à 94 ans. Et il est... comme c'était tellement fort, les souscripteurs n'ont pas voulu casser le club après la sortie. A priori, le club n'avait plus de raison d'être. Mais malgré ça, ils ont voulu continuer à rester dans ce club qui s'est agrandi aux nouveaux lecteurs. Et tous les 2 mois, nous faisons une rencontre du club Zahir et Théophile autour d'Armand Nicolas. On s'assoit autour de lui et il nous parle d'un sujet d'histoire. Parce que c'est un puits de science, ce monsieur. C'est une bibliothèque à lui tout seul. Et donc, il vient avec nous partout. Toutes les photos que vous voyez, ce sont des manifestations que nous avons faites avec lui. Et c'est mon fan numéro 1. Et même, je peux même vous dire que c'est mon amoureux. Parce que vraiment, on s'entend vraiment très, très bien. C'est un grand... C'est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Franchement, quand on écrit un roman historique en Martinique et qu'on est adoubé par Armand Nicolas, il n'y a pas mieux. Et donc, il a écrit un article, quand il a lu le livre, dans le journal Justice, dont il fut le dirigeant, puisque ce fut pendant longtemps le responsable du Parti communiste martiniquais. Et il m'a fait inviter à la fête de l'humanité où j'ai passé ces 3 jours la semaine dernière dans le stand de Justice. Et comme il ne voyage plus, il a tenu à enregistrer une vidéo
où il dit tout le bien qu'il pense du livre aux gens de la fête de l'humanité. Cette vidéo est là, si on a le temps, je vous la montrerai. Il m'a dit, ah non, je pars avec toi. Je pars avec toi, voilà, tu vas leur montrer ça pour qu'ils voient que je leur dis que, parce qu'il a beaucoup d'autorité, Armand Nicolas, moralement, il faut qu'il lise ce livre. Et donc, il me fait un témoignage très, très touchant dont je vous parlerai tout à l'heure. Et voilà voilà l'histoire de ce livre, comment ça a commencé. Et depuis, bon, ben, l'aventure continue. Et aujourd'hui, presque un an après, je suis devant vous pour vous présenter ce qui est devenu un best-seller. Parce que depuis plusieurs mois déjà, il est meilleure vente de romans en Martinique. Parce que les Martiniquais ont découvert un truc extraordinaire. Ils ont découvert leur histoire. Et ce qui est magique avec ce livre, c'est que ceux qui le lisent, après, d'abord ne le prêtent pas, parce que s'ils le prêtent, ils ne le récupèrent pas, et ils l'achètent pour offrir. Ils en font un cadeau. Et je suis particulièrement heureuse de voir que ce travail a porté des fruits, oui, financièrement pour moi, puisque c'est beaucoup de travail quand même. Et je vous raconterai pourquoi. Alors, en principe, j'avais prévu de vous faire une petite lecture, mais comme le temps passe et que la plupart d'entre vous l'ont lu, je vais profiter pour saluer la présence parmi nous de notre Benjamin, parce que notre doyen a... Bonjour et bienvenue. Notre doyen a 94 ans, mais notre Benjamin n'en a que 14. Donc, c'est Lulu. 16. Ah ben oui, tu as grandi depuis. Oui, bonjour, bienvenue, venez. Alors, vous serez séparés, ça vous apprendra à arriver en retard. Venez, venez. Il y a une place là. Oui, voilà, viens là, ma chérie. Comme ça, tu seras plus près de moi. Voilà, bienvenue, mesdames. Ah, super. Ah, ouais, enchanté. Merci d'être venu. Ça me fait très plaisir de vous voir. Et donc, bon, vous avez raté l'histoire du livre lui-même, mais vous n'avez pas raté l'histoire, car c'est maintenant qu'elle commence. Non, je ne vous ai rien dévoilé. Mais j'ai raconté comment comment le livre a été créé, je dirais. Et alors, voilà donc un livre qui s'appelle Zahir et Théophile, pas de pitié pour les nègres. Parce que lorsque je décide d'écrire ce livre, je pars pour raconter une histoire d'amour. Zahir, son acte de décès me dit qu'elle a 37 ans. Théophile, dont l'acte de décès m'apprend qu'il a 30 ans. Shelcher me dit que ce sont deux Africains, tous deux de la même tribu, mais il ne dit pas laquelle. C'est tout ce que j'ai comme information. Et donc, la question, c'est comment était la Martinique en 1838 lorsque cette histoire se déroule. Donc, je plonge dans notre histoire. Je passe 4 mois aux archives départementales. Je plonge dans les archives coloniales. Et je ressors de là avec une déprime et un nouveau titre. Une déprime, parce que ce que je découvre et dont je vais vous donner un aperçu qui ne dévoile rien au contenu du livre est monstrueux. Et un nouveau titre, parce que ça ne pouvait plus être les amants de la rivière Salée. C'est devenu pas de pitié pour les nègres. Car je découvre déjà le contexte, l'époque. En Martinique, en 1838, il y a à peu près 25 000 habitants. Il y a 5 000 personnes libres qui vivent librement, dont des blancs et des mulattes qui viennent d'acquérir des droits civiques. Ils se sont battus pour avoir les mêmes droits que les blancs. On se croirait vraiment, il n'y a pas si longtemps aux États-Unis, mais bon, voilà, les mecs, ils se sont battus pour avoir des droits de commercer, de fonctionner, etc. Et puis, il y a 20 000 esclaves, 21 000 esclaves noirs, africains, déportés ou nés en déportation. À ce moment-là, la traite négrière, la traite même est déjà abolie par les Anglais, mais elle continue de manière clandestine jusque dans les années 1860 à peu près, où ce fameux bateau qui doit être l'un des derniers du diamant qui a donné lieu à ce lieu de mémoire réalisé par Laurent Valère, ce bateau qui fait naufrage avec tous ces gens, ces pauvres gens qui meurent.
Donc, ça continue pendant encore très longtemps, mais voilà la situation de la Martinique. Et quelles sont les forces qui sont en présence à ce moment-là? Il y a 3 forces principales en présence, et les 3 forces se liguent contre cette communauté d'Africains qu'ils martyrisent. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, ils partent en délégation, ils vont en pirogue, ils font le tour de l'île, ils arrivent à Saint-Pierre. Et là, ils vont au conseil colonial voir les colons. Ils font une réunion avec les colons, ils disent aux colons, écoutez, nous avons entendu parler de votre affaire de meurtre, là, mais on n'a rien à voir avec cette histoire. Hein. Nous, c'est pas nous, on est venu vous dire que ce n'est pas nous, donc c'est pour que nous ne soyons pas menacés par vous. Donc, les colons disent, OK, bon, mais puisque vous êtes venus nous le dire, on vous croit, il n'y a pas de problème. Et la délégation s'en va. Il y a parmi les colons un dénommé Beau Soleil. Il est là, il regarde les Caraïbes, cette troupe de Caraïbes. Et il dit aux autres, mais tous les hommes sont là. Et si on en finissait avec une fois pour toutes, on pourrait avoir toute l'île. Il monte une milice à cheval et il massacre les hommes Caraïbes. Tous. Et les témoins racontent la lutte de capitaine Nicolas, dont on dit, et c'est Armand Nicolas aussi le raconte dans son livre, dont on dit, les témoignages racontent comment Nicolas s'est défendu comme un lion. Il a plongé dans la mer au large de Saint-Pierre et le pauvre, il allait au fond chercher des pierres qu'il lançait comme ça sur le rivage, alors qu'en face, il avait des gens qui avaient des fusils et qui l'ont tué d'une balle dans l'œil. Bonjour et bienvenue. Il y a encore une place, tu peux t'asseoir là. Et donc, Nicolas prend une balle dans l'œil et quand il voit flotter le cadavre du chef ayant éliminé tous les autres hommes, il disait, on n'a qu'à aller dans le village et puis on finit avec ça. Donc, ils montent sur leur bateau, ils contournent l'île, ils descendent sur cette côte Caraïbe, dans le village des Caraïbes, et ils assassinent tout le monde. Les femmes, les enfants, les vieux, ceux qui étaient partis au champ et qui n'étaient pas allés en délégation. Bref, ils commettent ce génocide. Là, ils assassinent tout le monde. Et sur les lieux du génocide, ils font une messe de Tédéum. Et pour les récompenser d'avoir enfin si vaillamment débarrassé l'île de ces gens qui empêchaient la colonisation totale, Madame Marie du Parquet va leur offrir la terre sur laquelle ils ont perpétré ce génocide. Et sur les lieux, les jésuites à qui elle va offrir cette terre, ceux-là même qui ont célébré cette messe de Tédéum, vont bâtir cette église qu'ils vont appeler Saint-Jacques, du nom de Jacques du Parquet. Et la ville qui va, parce qu'au départ, il y a toujours les religieux qui s'installent et la ville se développe autour, la ville qui va se développer autour va prendre le nom de Sainte-Marie en hommage à Marie du Parquet. Voilà donc l'origine du Fond Saint-Jacques, qui après a été la propriété du père là-bas, qui était une esclaverie. Ce prêtre dont vous découvrirez les atrocités qu'il a commises sur cette habitation notamment. Et voilà, c'est pour ça que
on nous invite, hein, avec ma sœur parfois à venir faire des spectacles, à venir chanter ou des présentations de costumes, des choses comme ça. Nous n'allons pas dans ce lieu-là faire la bébelle. Non, on ne va pas. On refuse. Et d'ailleurs, on nous propose actuellement ce lieu pour faire le musée du costume et nous refusons parce que ce lieu est un mausolée, c'est un lieu de recueillement, c'est le lieu sur lequel a eu lieu le génocide des derniers Amérindiens de la Martinique. Et pour nous, il est inconcevable que l'on banalise ce lieu et qu'on en fasse un lieu, un site touristique qu'on visite, comme on fait maintenant avec les habitations, où nulle part il n'est écrit que sur ces habitations, l'esclavage a eu lieu. Donc, l'Église a joué un rôle déterminant dans l'esclavage. Et quand l'évêque actuel de la Martinique, à l'occasion du 22 mai, fait une conférence pour dire oui, mais finalement l'Église, elle a fait de son mieux, elle n'a pas été si esclavagiste que ça. Il a eu de la chance que je ne sois pas dans la salle ce jour-là, parce que je crois que je l'aurais envoyé apprendre son histoire, l'histoire de l'Église en Martinique, parce que, comme vous allez le découvrir dans le livre, ou comme ceux qui ont lu le livre l'ont découvert, elle a été vraiment l'élément déterminant qui a permis d'asservir définitivement et jusqu'à aujourd'hui, je dirais, l'esprit des nègres et de leurs descendants. Donc voilà les forces en présence. Et c'est dans ce milieu-là que Zahir et Théophile vivent et évoluent. Et j'ai publié également dans le club, et je le republierai, cette description que Shelcher fait de la vente d'une esclave à laquelle il assiste entre un pot de chambre et un balai, où après avoir vendu le pot de chambre, enfin, ou la chose là, on vend une autre chose, qui est une jeune femme qui est là, et on la met à prix 100 francs, et elle est adjugée, et son maître vient, regarde ses dents, comment elle se comporte et tout, et puis finalement elle le suit parce qu'elle vient d'être vendue comme un matelas, comme un pot, comme une chose, quoi, puisque nous étions considérés, nos ancêtres étaient considérés moins que des choses et coûtaient quand même moins cher qu'un cheval à l'époque. Hein. Donc voilà, voilà le milieu dans lequel Zahir et Théophile ont connu. Et à l'époque, en 1838, la valeur d'un esclave est de 1200 francs or de l'époque. C'est ce qui est dit dans cet extrait d'un ouvrage d'époque, hein, que j'ai retrouvé sur Internet. Et je voudrais aussi vous informer, parce que on croit tout savoir. Est-ce que vous saviez quelle était la ration d'un esclave depuis le Code noir de Colbert? Qu'est-ce que nos ancêtres avaient à manger? Eh bien, on leur donnait 2 pots par semaine, 2 pots et demi de farine de manioc, donc à peu près 1 kilo de farine, 1 kilo 250 grammes de farine, et 1 kilo de bœuf ou 1 kilo et demi de poisson, qui était souvent du poisson séché, donc de la morue. Et les enfants de moins de 10 ans avaient droit à la moitié de cette ration. Donc voilà ce que avaient pour manger chaque semaine des gens qui devaient travailler 10 heures par jour dans des champs de canne, dans la chaleur, à travailler sans relâche. Voilà ce qu'ils avaient pour se nourrir. Et les maîtres, pour éviter de leur donner cette ration, leur donnaient un petit lopin de terre à côté de leur case dans laquelle ils pouvaient planter leur nourriture, ce qui lui évitait de leur donner justement cette petite ration. Voilà. Et donc, ça, c'est un document que j'ai retrouvé également, qui donne la valeur d'un esclave à l'époque par rapport à 1 hectare de terre en Martinique et en Guadeloupe. Alors on s'arrête à 1847. En 1847, 1 hectare de terre vaut 2200 francs or et un esclave 1213 francs or. Voilà. Donc l'esclave valait encore moins que la terre, moins que tout, quoi. Et pour 1213 francs de l'époque, on pouvait faire quelqu'un travailler toute sa vie pour rien. Donc, il était très vite rentabilisé. Alors, pas de pitié pour les nègres, parce que je découvre que, en cherchant, que 10 ans avant l'abolition, en 1838, il y avait des réunions au Conseil colonial pour savoir
Qu'est-ce que nous allons faire d'eux? Parce que l'Angleterre veut qu'on abolisse. L'Angleterre veut la ruine de la France. Ils nous ont déjà fait abolir la traite. Donc ils vont nous faire abolir l'esclavage. Ils l'ont déjà aboli. Ils veulent qu'on abolisse. Donc, comment on va faire? Parce que les champs de canne sont toujours là. Il y a 500 usines à faire tourner. Nous, on n'a pas les moyens de payer ces gens-là. Comment on va faire? Et ils discutent ensemble et ils élaborent un plan. Ils élaborent un plan pour savoir comment, si un jour il y a une abolition, comment ils vont faire pour garder ces gens-là en esclavage quand même. Je vous laisse découvrir la suite dans le livre. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que lorsqu'en 1848, il y a la fameuse abolition, cela ne veut absolument pas dire qu'il y a libération. Les esclaves n'ont jamais été libérés, car, revenons en 1848, le 23 mai 1848, ça mériterait un roman, ça. 23 mai. Non, sérieux. Le 23 mai 1848, l'esclave enfin libéré se lève. Il se réveille, il se dit, messieurs, m'en libre. Enfin, je suis à moi, je m'appartiens. Je m'appartiens, je pars, je quitte cette prison, ce lieu, cet enfer. Il prend son baluchon, il ramasse les 2-3 hardes qu'il a, il met ça dans un bout de toile, il met ça au bout de son bâton, et puis en route pour une nouvelle vie. Quand il arrive devant l'entrée de l'habitation, il trouve 2 gendarmes à cheval qui lui disent « Mais monsieur, où est-ce que vous allez ?»« Ah ben, je ne sais pas moi. » Ils disent « Ah, vous ne savez pas. Et vous allez manger quoi ?» Il dit « Ben, je ne sais pas, je vais trouver des fruits. Ah, donc vous allez voler alors. Parce que les fruits ou les légumes, ils appartiennent à quelqu'un. D'accord. Et vous allez dormir où? Ah ben vous ne savez pas où vous allez dormir non plus. Vous n'avez nulle part pour aller, vous ne savez pas ce que vous allez manger, monsieur, vous êtes en situation de vagabondage. Et c'est une situation qui est punie par la loi. Vous avez 2 possibilités. Ou je vous emmène au tribunal, vous serez jugé et condamné à de la prison ferme pour vagabondage. J'ai retrouvé des jugements dans les archives condamnant des gens pour vagabondage à la prison ferme. Ou bien vous retournez chez votre maître, votre ancien maître, et puis vous dealez avec lui parce que vous ne pouvez pas vous retrouver. On ne peut décemment pas accepter de voir des hordes de nègres comme ça sur les bords des routes. Ça, c'est pas possible. Alors, retournez voir votre maître et dealez avec lui. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Quitter une prison pour aller en prison, je ne sais pas. Moi, je serais retourné là, dans la prison que je connais le mieux. Donc, il arrive. Le maître lui dit, mais comment? Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu es libre comment? Il dit, oui, mais je n'ai nulle part où aller. Il dit, ah, tu n'as nulle part où... Que c'est embêtant. Bon, eh bien, ta case, elle est toujours là. Elle est vide. Tu peux la récupérer. Mais je ne suis plus obligé de te loger. Alors tu vas me payer un loyer. Et puis le petit bout de terre que je t'avais donné pour planter là, je ne suis plus obligé de te nourrir. Alors tu vas aussi me payer un loyer. Et puis, j'ai mis une petite boutique pour toi dans le coin. Tu pourras t'acheter ta morue parce que je ne suis plus obligé de te la donner. Ton tafia, ton huile, tu pourras t'acheter ça là. Et puis comme ta place s'est libérée dans le champ, eh bien reprends-la. Mais comme tu n'es plus mon esclave, je serai obligé de te payer. Mais avant de te payer, je vais me payer ce que tu me dois et je vais te donner le reste. Je vous laisse imaginer le temps qu'il a fallu à un homme et une femme pour décider de se mettre ensemble, de faire un enfant et de l'envoyer à l'école pendant des années pour qu'il devienne au mieux un maître d'école. Parce que là encore, à l'époque, les métiers étaient cloisonnés. Le commerce était réservé aux créoles, les professions libérales aux mulâtres et les petits métiers aux noirs. C'est toujours le cas. Mais en tout cas, là, à l'époque, c'était encore plus flagrant. Oui. Les créoles, c'est comme ça qu'on appelait les béquets avant. Ils avaient 2 noms. On ne les appelait pas encore béquets. On les appelait les créoles ou les habitants. Voilà comment on appelait les personnes blanches qui naissaient dans les colonies, vivaient dans les colonies, s'implantaient et se développaient dans les colonies. On les appelait les créoles. Dans toutes
la littérature, dans tous les documents, dans tous les actes de jugement, dans tous les livres, dès qu'il était question de déterminer cette communauté de 5000 personnes, on disait les créoles. C'est eux les créoles. Non seulement ce sont les véritables habitants de la Martinique aussi, mais ce sont les créateurs de la Martinique qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont fait venir des chiens, ils les ont appelés des chiens créoles. Ils ont instauré une manière de vivre qu'ils ont appelé l'art de vivre créole. Ils ont importé des meubles ou se sont fait faire des meubles qu'ils ont appelés des meubles créoles. Ils ont construit des maisons qui sont des maisons créoles. Ce n'est pas dans ces maisons-là que nos ancêtres habitaient. Et puis ils ont importé un nègre qu'ils ont appelé un nègre créole. Et aujourd'hui, les Antillais se disent créoles sans se rendre compte que créole pour eux est équivalent à métis, qu'ils se sont tous métissés sauf les créoles, qui jusqu'à maintenant ne se sont pas métissés. Donc il y a une espèce de folie, c'est de la folie, qu'aujourd'hui, les Antillais, comment? Les Antillais se disent créoles, parce que pour eux, on a mis dans leur tête que créole, ça voulait dire métis. Et les vrais créoles, qui savent qu'ils sont les vrais créoles, je ne sais pas, moi, à leur place, je rigolerais. Hein? Hein? Moi, je rigolerais. Mais ils doivent rigoler, bien sûr qu'ils rigolent. Bien... Mais ils n'ont jamais renié leur identité. Ils n'ont jamais dit « on n'est pas les créoles ». Donc, vous... ben, on dit béquet. Quoi? Mais il est là, non? Ah, pardon. Qu'est-ce que tu disais? Non, je disais, est-ce que les blancs béquets d'aujourd'hui s'appellent toujours créoles et revendiquent d'être les créoles? Parce que comme ça a été un peu changé et plutôt donné aux Noirs, récupéré aux Noirs, est-ce que eux s'appellent toujours comme ça? Ben, est-ce qu'on dit qu'ils ne s'appelaient plus comme ça? Ils n'ont jamais dit on n'est pas des créoles. Pas du tout. Donc eux, ils savent très bien qui ils sont. Puisqu'ils nous montrent, ils nous exhibent dans les émissions de télévision des arbres généalogiques qui remontent au Moyen-Âge. Ils savent très bien qui ils sont. Et ce n'est pas à nous de prouver qu'ils sont toujours des créoles. Mais c'est à nous de prouver que nous ne sommes pas des créoles. Nous sommes des Antillais, d'origine africaine, d'origine indienne, d'origine chinoise, d'origine de toutes sortes d'origines, et même d'origine européenne, parce qu'il y a des Martiniquais d'origine européenne qui ne sont pas des béquets, qui ne sont pas de descendants justement des créoles, qui sont installés en Martinique suffisamment longtemps pour se dire Martiniquais. J'en connais plein, des blancs Martiniquais, qui ne sont pas des créoles, et qui ne peuvent pas se prétendre créoles, parce qu'ils n'ont pas les prérogatives du créole. Et ce qu'il y a de fou, enfin que je trouve personnellement complètement fou, c'est de voir que nous revendiquons une identité. C'est comme si on prenait, je l'ai déjà dit mais je le répète, l'identité du bourreau de nos ancêtres, et qu'on se dit, le créole c'est moi je suis créole. Moi je trouve ça fou. Les gens ne savent pas, parce qu'ils sont embarqués, et attention, ils vont vous combattre quand vous allez leur dire vous n'êtes pas créole. Et en même temps, moi, vous savez, je suis rentrée aux archives avec un énorme agacement contre les Martiniquais. Parce que je trouvais qu'ils étaient passifs, dociles, un peu lâches. Vous savez, on est individualiste, on est solidaire qu'en cas de catastrophe naturelle. Là, tout à coup, il y a quelque chose qui se réveille en nous et qui fait qu'on a envie de savoir, comme actuellement, la mobilisation pour la Dominique ou pour Saint-Martin. Quand il y a un truc qui se passe, on a envie d'aider notre prochain, notre voisin. On est ensemble. On est ensemble. On l'a vu en février 2009.
hein, quand les gens venaient et déposaient des régimes de bananes comme ça dans les étals des marchés gratuitement pour donner de la nourriture aux gens qui étaient en grève. On l'a vu pendant ces moments-là. Donc je suis rentrée là avec beaucoup d'agacement. Et quand je suis ressortie, c'était avec une déprime terrible. Parce que je me suis dit, bon sang, mais qu'est-ce que ces gens-là nous ont fait là? Mais ils nous ont privés de toute possibilité de nous épanouir, exactement comme ils ont fait pour Haïti. Ils ont enlevé à Haïti, par la dette qu'ils ont imposée pour leur donner une liberté qui n'était que légitime, toute possibilité de s'épanouir en tant que pays indépendant. Voilà. Et donc on s'est retrouvés dans cette situation où aujourd'hui, on se dit créole, parce que pour nous, créole égale métis. Parce que ces 5000 blancs auraient trouvé le moyen d'engrosser ces 20 000 nègres et de faire qu'il n'y ait plus de noirs en Martinique, d'ailleurs. Je vais vous montrer un autre document. Ceci, c'était juste une parenthèse pour vous dire que c'est dans cette inhumanité la plus totale que, nonobstant toutes les difficultés, les Africains qui ont traversé et qu'on a mis nus, parce que la nudité est quand même le premier moyen d'asservir un homme, eh bien, ils ont traversé nus dans les cales des bateaux, ils ont été vendus nus des fois à la descente même du bateau. Ils ont été maintenus nus parce que le code noir ne leur donnait que 4 mètres de grosse toile par an, sans savoir, et le maître ne se souciait pas de savoir où ils allaient trouver les aiguilles et le fil pour pouvoir coudre les vêtements. Eh bien, ceux-là même ont créé, ils sont arrivés avec les pratiques culturelles et artistiques de leur région, de leur pays, et ils ont survécu grâce à ce que Aimé Césaire a appelé les armes miraculeuses de la créativité. Ils ont réussi à survivre et à créer des musiques, des danses, un art culinaire, des costumes traditionnels, toute une série de pratiques, de choses que nous avons encore dans notre vie quotidienne et que nous considérons comme étant nôtres, comme les bijoux également, par exemple. Et tout ça, vous allez également le retrouver un petit peu dans le livre. Sorti dansant, tombé dans du fait, monté descend, sorti dansant, sorti dansant, tombé dans du fait, monter, descendre, sortir dansant. Petit brin de l'eau qui coulait, rosé sillon la soie et puis sans fouiller. Si pieds bois, t'es pas labré, mais pieds bois pas sa palais. Ti brintemps qui passait, tout ça quitté sa palais, j'ai trépassé. Ça qui était, c'est fait forger. Et puis bois brûlé, paye-moi, sorti dansant, tombé dans du fait, monter, descendre, tout, sorti dansant, j'en moins. Sorti dansant, ou pas ni doigt, tombé dans les feux, monter, descendre, qui pas qu'à finir pièce, alors, sorti dansant,
petit brin vent qui chaillait. Y'en des petits grains et maintenant yo allez planter koyo bien debout. Ni en les poules en misère bout. Encore lumière levée, fini ni en soleil qui a clairé, pour faire tout pied bois porter dans tes libertés. Paye-moi, sorti dans sang, tombé dans les feux, monter descendre, tout peu de sorti dans sang, sorti dans sang, sorti dans sang, sorti dans sang, tombé dans les feux. Monter descendre, tout, sorti dansant. Encore une fois, de tout notre cœur pour nos ancêtres. Sorti dansant, tombé dans du feu. Monter descendre, sorti dansant. J'espère que très bientôt on aura la possibilité d'en parler sur le continent. Ça sera un honneur. Et tu as déjà eu des retours de la diaspora africaine, de la communauté africaine même, par rapport à cet ouvrage? Oui, beaucoup. Il y en avait beaucoup ici aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'Africains originaires du continent qui se sont sentis très concernés. Hier, j'ai eu une rencontre avec une assemblée où il y avait également beaucoup d'Africains qui nous disent « Mais vous voyez, on ne vous connaît pas. On ne sait pas qui vous êtes. On vous voit, pour nous, vous êtes des Blancs. » Et quand on lit cette histoire, on comprend tout à coup le lien qu'il y a entre l'Afrique et vous. Et ça nous donne envie d'en savoir plus. Donc je pense qu'effectivement, il est temps de jeter un pont. Il est temps que ce pont se consolide entre l'Afrique et sa diaspora. C'est le devoir de l'Afrique de récupérer ses enfants. Et c'est le devoir des enfants aussi de revenir vers l'Afrique en lui apportant tout ce qu'ils ont acquis et accumulé en diaspora. Il faut rétablir ce pont. Il faut qu'on trouve des moyens, des situations, des moments, des circonstances, des événements, des structures pour pouvoir rétablir cette connexion qui n'a été que trop longtemps interrompue. En tout cas, je tenais à te féliciter pour cet ouvrage, pour ton implication, pour ta générosité aussi. C'est ce que j'ai ressenti du début jusqu'à la fin de cette conférence, de cette présentation. C'était vraiment très très intéressant. Donc je vous incite tous à vous rapprocher de la page Facebook de Imanié Dalila Daniel. Voilà. Pour découvrir ou redécouvrir, analyser et connaître, comprendre notre histoire, notre culture. Là, je vais appeler Laurette. Je ne sais pas où elle est passée, Laurette, mais on va la retrouver tout à l'heure parce qu'elle a contribué aussi à cet ouvrage. C'est ce que tu disais tout à l'heure, elle a corrigé. Comment vous vous êtes rencontrés d'ailleurs? Eh bien, Laurette Mascami et moi, on s'est rencontrés sur une engueulade sur Facebook, je crois, si mes souvenirs sont exacts. On s'est engueulé, on a commencé par s'engueuler, peut-être, je sais pas. Mais on s'est tout de suite très bien entendu parce qu'on se ressemble tellement et c'est un piment. C'est un piment, cette fille. Vient de passer sur alors, le micro. elle, voilà, tu vois le genre. Oui, donc, elle, c'est un piment dur et moi, je suis un piment doux. Alors, voilà, je mets un peu de douceur dans sa vie. Laurette, dis-moi la vérité. Raconte-moi votre rencontre selon toi. Tu connais Facebook. Par hasard, j'ai vu une dame qui gueulait sans cesse, toujours en train de revendiquer un truc. Et ce jour-là, c'était sur l'aéroport Aimé Césaire. Enfin, il y avait un truc qui n'allait pas. Et j'ai bien aimé sa façon de revendiquer et je lui ai demandé en amitié. Et tu t'es un petit peu reconnue. Oui, c'est la gueularde de service. Et je venais d'écrire mon premier recueil quand je serai béquée. Et évidemment, il m'a nié.
Oui, mais attention, les béquets, les jeux. Et on a commencé à discuter, c'était assez dur. Et elle m'a dit, écoute, si vraiment je te choque parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on peut ne pas être amis. Et moi, j'ai dit, bah non, au contraire, justement, parce qu'avec nos différences, on sera amis. Et depuis, amis. Les meilleurs amis du monde. Alors, tout à l'heure, Imanié nous disait que tu avais relu 6 fois le manuscrit. Comment ça se fait? Tu as eu du mal à comprendre? Je suis bête de nature, déjà. Elle écrit très mal, on ne comprenait pas. Non, mais c'est parce que je suis une acharnée, en fait. Et puis, je suis très intègre. Quand je m'engage, je m'engage. Et quand elle m'a envoyé son manuscrit, je lui ai dit, attention, pépite. C'est vrai. Et Alors, quel est ton ressenti aujourd'hui? Tu as vraiment la sensation que c'est une pépite ou carrément la caserne, comment on peut dire ça, la poule aux œufs d'or des pépites? Ouais, je crois vraiment qu'elle elle en a fait. Elle en a fait. Elle a bien voulu en faire un ouvrage d'exception. Et c'est un très beau livre. D'ailleurs, je le recommande sans cesse. Mais je suis très fière d'elle. En fait, je suis très contente. Imanié vend beaucoup plus de livres que moi, hein. Mais je suis tellement contente. Super. En tout cas, merci beaucoup. C'est pas vrai du tout. Elle a écrit 9 romans, donc avec mon premier petit roman, là, je ne tiens pas la route. Mais ce que je peux dire, c'est que on rencontre très rarement, aussi dans ce métier, des gens généreux. Tu parlais de générosité tout à l'heure. Et moi, ce que j'ai reçu avec Laurette, c'était en permanence cette générosité sans limite, cette patience, cette attention. Quand on crée quelque chose et même si on est sûr de soi, on a toujours besoin d'un regard, d'une petite tape dans le dos, d'un petit encouragement. Et elle, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me donne autant, en fait. Et c'est pour ça que j'aurai toujours beaucoup de reconnaissance et d'affection et d'amour pour elle, parce qu'elle m'a donné tellement. Et ce livre, parce que Laurette Mascami est passée derrière moi, quoi. Ouais, bon. J'ai une autre question. Comment a été perçu cet ouvrage par la communauté béquée? Je peux partir, madame? Oui, moi aussi, madame. Ok, mauvaise question, on repassera. Non, mais j'ai envie de savoir, il n'y a pas eu de réaction? Mais je ne sais pas, je n'ai aucune Vous n'avez pas cherché à savoir? Je n'ai pas fait ce livre pour la communauté béquée. Mais ils ont un regard aussi. Mais je ne sais pas, il faudrait leur poser la question à eux. J'aimerais bien, moi, ce serait très intéressant. Oui, ce serait bien aussi, j'aimerais bien. Non, mais ce sont aussi des gens intelligents, il faut bien le dire. Donc, je pense qu'ils auront bien compris que la vérité ne supporte pas de tellement de contradictions. Et voilà, la vérité, l'histoire, elle est là, c'est de l'histoire. Je n'ai pas porté de jugement dans mon livre sur personne. Je dis simplement, il s'est passé ça tel jour, c'est tout. Ce sont les faits. C'est de l'histoire. Est-ce que tu envisages un tome 2? Non, je n'envisage pas un tome 2 parce que je trouve que ce livre est à lui seul Assez complet? en quelque part. Et non, ça s'arrêtera là. Par contre, j'ai un autre livre en préparation et j'espère le proposer l'année prochaine si tout va bien. D'accord, merci beaucoup. Si tu devais t'adresser aux téléspectateurs d'OM5 TV, en regardant bien en face, là, que leur dirais-tu? Eh bien, chers amis, je vous dirais que la vérité affranchit et libère ceux qui veulent bien l'accueillir et la recevoir. Je vous dirais que notre passé mérite un minimum d'attention et n'est pas cette espèce de puits profond dans lequel on pourrait se perdre si on se jette dessus, mais au contraire, une espèce de boîte au trésor dans laquelle on va trouver de la force et des ressources pour pouvoir supporter aujourd'hui ce que nous avons à vivre, parce que lorsque l'on voit ce que nos ancêtres ont vécu, on ne peut que se réjouir qu'ils aient eu cette force, qu'ils nous ont transmise, de sorte que nous puissions nous aussi faire face aux enjeux de la modernité. Et voilà, c'est ce que je peux vous dire. Vos ancêtres sont à vous, ne laissez personne vous les prendre.